Bonjour Joe. Je vous entends pas encore, il y a l'audio qui doit. Ah, et maintenant, vous avez enlevé votre micro. Est-ce que vous pouvez le remettre? Je crois qu'il y a eu un double clic. Et sur votre écran, si vous voyez le micro, vous pouvez cliquer dessus. Oui, sur l'écran avec la souris, si vous utilisez votre souris, je pense que ça. Est-ce que je peux le faire moi? Euh, Donc, ouais, si vous bougez votre souris sur l'écran, vous allez voir une barre qui. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais, je OK, vous entends. très bien. Donc ça va aller. Mohamed sera peut-être en retard parce qu'il a des problèmes avec son, avec son Zoom. Oui, Euh, mais nous devrions avoir ses étudiants et Zoé et je crois, ouais, et d'autres personnes, mais je ne sais pas encore qui. Donc ça va être la oui. surprise. Et, j'espère qu'il y aura pas mal d'étudiants qui vont venir. Ah, très bien. Comment est-ce qu'ils parlent français? Est-ce qu'ils comprennent assez bien? Il y en a qui vont comprendre très bien, il y en a qui sont plus faibles et il y en a Oui, qui seront à des niveaux plus bas aussi. Mais comme vous avez un texte écrit, je crois que ça va, il n'y aura pas de problème. oui. Alors, une dernière question ici. Est-ce que je devrais cliquer sur le bouton vert Share Screen? Une fois qu'on a les personnes, on va attendre peut-être qu'on ait déjà pas mal de personnes qui entrent dans Zoom. Oui, Et une fois qu'ils seront là, oui, vous pourrez faire share screen. OK. Vous me direz quand je Ouais, pourrai cliquer. oui, Et je crois. puis, je montrerai le PowerPoint. Oui, oui, mais si vous voulez vous entraîner une fois pour être sûr que ça marche, on peut le faire. Mais comme ça a marché lundi, je ne vois pas pourquoi ça ne Oui. marcherait pas. Je vais dire quelques mots au début, très peu, qui je suis, vraiment une phrase seulement, et puis pourquoi je parle français. D'accord, ça serait très bien, oui, pour mettre en perspective un peu Oui, votre vie et aussi, je crois que ça peut motiver certains étudiants à oui, ça peut les voir que. motiver à vivre à Budapest. Oui, à voyager le monde. Je sais que votre Oui, histoire est un peu due à l'histoire de votre famille en général, voilà. Pour mais des quand raisons même, que vous connaissez, on a oui. voyagé beaucoup, on a été obligé à apprendre des langues, et c'est ça. Oh oui, ça c'est incroyable. Fou. C'est triste et c'est en même temps, votre famille a réussi à prendre autant de richesse de cette expérience, Oui, heu, oui. à travers les langues et la culture. Vous avez raison, on a profité de ces malheurs, oui, 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 ça c'est pas toujours facile, mais c'est oui, important c'est là je crois que c'est une meilleure façon de vivre aussi parce que sinon on devient très déprimé et c'est oui, très triste la vie sinon. oui, ça m'a marqué profondément, vous le savez, mais comme vous le dites, j'en ai profité, j'adore les langues, les cultures euh, des peuples, et j'ai converti notre désastre à une vie assez euh, intéressante. Oui, oui, je pense aussi. Et est-ce que vous êtes arrivé aux États-Unis en étant adulte déjà ou est-ce que. J'avais 24 ans. OK, et c'est là où vous avez commencé les études de doctorat et Voilà, c'est ça. Je suis arrivé. L'intention était d'obtenir le doctorat et puis rentrer en Hongrie. Mais après mon doctorat, j'ai décidé de rester. Et c'était difficile à l'époque parce que c'était l'époque communiste, et on voulait que je rentre, mais en tout cas, oui, oui, je oui, suis c'est là toujours, toujours.
Oui, tout à fait, oui. Ok, d'accord. Oh, ça marche. Bonjour, Mohamed. Bonjour, ça va, vous allez bien? Oui, oui, ça va très bien, merci. je viens Bonjour de... Mohamed. Bonjour, monsieur. كيف الصحة يا أستاذ؟ الحمد لله وأنت بخير. Un grand plaisir que de vous rencontrer et faire votre Ouais, connaissance. moi aussi, c'est vraiment réciproque. Là, j'avais un problème avec le Zoom. Alors, je viens de le fixer pour le moment. J'espère que ça marche. Oui, j'espère aussi. Ça, c'est la technologie parfois peut être un peu, Oui. un peu difficile. Voilà, justement, Oui. c'est vrai. C'est la malédiction de notre vie, Voilà. la technologie. Et autant il y a de bonnes choses, autant il y a du stress. Voilà. Oui. Oh. Et alors, à la fin, comme je disais dans mon courriel à Frédéric, je terminerai ma présentation et je ne fais rien, n'est-ce pas? Non, non, il faut simplement, on va voir si les personnes ont des questions et, Oui. et il n'y aura rien à faire de votre part. Donc, je peux gérer. Je vais aussi avoir, il y a un chat, ce qu'ils appellent chat, ou une boîte où Oui. les gens parfois mettent des questions à l'écrit, mais je vais encourager les gens à les poser à l'oral parce que je crois que c'est plus Oui. personnel Et aussi. moi, je réponds oralement. Je n'ai pas besoin Oui, oui, d'écrire. oui. Non, 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 juste oralement. Ouais. Donc, non, non, ça devrait aller. Et il y aura au moins les étudiants de Mohamed qui ont un niveau plus avancé de Ouais, langue. j'espère bien qu'ils vont être présents. Oui, oui. Moi, j'ai Cette vu que semaine, c'est pas évident. Ils sont partis chez eux et je pense Oui. pas qu'ils sont rentrés. Oui, oui, oui. Voilà, on va voir. Alors, Mohamed, vous préférez que je parle français ou en arabe? Eh bien, vous parlez en français au début, après on peut avoir une conversation en arabe à la fin. On va faire les deux. Ok. Oui, Mohamed Joe est une personne vraiment incroyable par rapport à son passé. Et, Ouais, il a vécu une vie très. Vous savez, Mohamed, elle exagère toujours. Ah, très riche, ouais, c'est Robin, très bien. Bonjour. Bonjour. Très bien, très bien. on C'est ne très bien. t'entend pas, Robin. Ton micro. Ça, c'est Robin était une enseignante à l'école de ma fille et c'était l'enseignante de ma fille qui est. D'accord, très Elle bien. était professeure bien. de français ici. Soyez la bienvenue. Merci d'être là. Oh, Oui, merci. et il y a Zoé qui arrive aussi. J'essaye de. Bonjour. Enchanté. Voici Zoé. Zoé qui est la Zoé. directrice de l'Alliance française D'accord, à Denver. très Et, bien. Il y a Oliver, Emily. oui, Très bien. on va voir. Zoé, ça va bien? Attends, Pardon, j'étais sur mute. Oui, oui, ça va bien, merci. Merci de Ah, m'avoir très- invité. Oh, c'est un plaisir, bien sûr. Et, Merci Zoé. Merci d'être là. Non, avec plaisir, Joe. Je vois que vous êtes toujours en déménagement. Les boîtes derrière. Je fais rentrer tout Oui. le monde. Oui, on est toujours en déménagement. Oui. Et Zoé, est-ce qu'on pourra parler de Pasteur au-delà de ses activités artistiques également, parler un peu de la science en général au 19e siècle? Est-ce possible? Ah, pardon, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on pourra parler un petit peu à la fin, si on a un peu de temps, de la place de la science au 19e siècle, surtout dans le contexte de l'impérialisme, parce qu'on est au Oui, bien sûr. période coloniale et on sait bien que la science depuis le 18e siècle avait servi plus ou moins l'idéologie coloniale. Oui, on pourra en parler. Vous pourrez poser des questions ou D'accord. proposer des discussions. D'accord, juste pour élargir un peu l'horizon. Oui, J'aime bien toucher un peu au contexte. Au Oui, contexte de la oui, c'est production bien. scientifique, parce que c'est important. Le 19e siècle, c'est vraiment important pour le développement scientifique de la France, Oui, de l'époque, bien de l'Europe, Oui. du monde en général. oui. Là, vous êtes l'expert, mais on en parlera, oui. Et oui, et comme tu as dit, Mohamed, on attendra juste peut-être la fin avec les questions. Qui est normal. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, ça c'est très bien.
On va attendre juste une minute pour être sûr qu'on n'ait pas trop d'interruptions. Je crois que ça sera très bien. Il y a aussi Joe, il y a aussi Marie Vogel qui est dans la discussion ici, qui est une de nos professeurs de français en francophonie. Oh, très bien. Et oui, oui, donc elle se connaît, c'est une de ses spécialités, la francophonie. Et... Bonjour Marie, merci Bonjour, d'être là. soyez le bienvenu. Merci, Bonjour, Marie. merci. C'est un grand plaisir en fait et un grand honneur de faire cette présentation. Et je crois qu'on va commencer pour ne pas perdre trop de temps parce qu'il y a beaucoup d'informations, je crois, qui sont très intéressantes. Je voulais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous les étudiants qui sont là et aussi remercier Dr. Hirschi qui nous a permis de faire cette présentation pendant son cours. Et c'est un privilège de pouvoir le faire. Donc, merci aussi aux étudiants de Dr. Hirschi qui permettent de nous faire ça aussi. Et un grand merci à Dr. Gall, qui est un personnage incroyable. Je l'ai écouté il y a quelques semaines à travers l'Alliance française. On a eu beaucoup de discussions par email aussi. Et il a une vie vraiment très riche et j'espère vraiment que vous allez pouvoir apprendre autant de choses que possible de ce côté assez, je ne vais pas dire mystérieux, mais un peu, je ne sais pas, intrigant de Pasteur, de Louis Pasteur, parce qu'on le connaît partout dans le monde pour sa science et sa recherche, mais pas vraiment pour son côté artistique qui est un peu secret. Mais Joe, je vais vous laisser la parole. Si vous voulez commencer à partager votre écran, et ensuite, si vous voulez vous présenter au reste du groupe. Oui, alors je vais, attendez, voilà. Et puis, je veux réduire ça parce que nous voulons voir les diapos. Alors, c'est à moi la parole? Oui, c'est à vous la parole. Oui, alors bonjour, merci d'être là tout le monde. Je suis Joe Gall, professeur émérite de l'école de médecine de l'Université du Colorado. Et je voudrais d'abord remercier la professeure Grimm et le professeur Hirschi de cette invitation à présenter cette conférence. C'est en fait un honneur et un grand plaisir pour moi que de faire cette présentation. Je voudrais aussi dire quelques mots sur ma connaissance de la langue française. Comme la professeure Grimm vient de le dire, j'ai eu une vie assez compliquée. J'ai des origines hongroises et polonaises et j'ai grandi pour la plupart en Hongrie, à Budapest, la capitale du pays. Quand j'avais 16 ans, mon père a été nommé à un poste à l'ambassade hongroise au Caire, en Égypte. Nous y avons passé 7 ans et à cette époque-là, le Caire était une ville cosmopolite et beaucoup de gens parlaient des langues étrangères, y compris le français. C'est pour cette raison donc que j'ai appris le français. Et je dois dire finalement que le français est une très belle langue, une langue de culture et de communication internationale. Voilà. Avec cette introduction, donc, commençons notre histoire de Louis Pasteur, artiste. Pasteur est connu du grand public comme un biologiste, voire un médecin, pour ses grandes découvertes, comme par exemple la pasteurisation, le vaccin contre la rage et d'autres découvertes. Mais en fait, il était chimiste de formation et il a fait de grandes découvertes en chimie. Je voudrais commencer avec une brève sommaire de la vie de Pasteur.
Ça sera bref, bien sûr, parce qu'on n'a pas le temps de discuter sa vie, une vie très intéressante, mais ça sera peut-être pour une autre fois. Les débuts modestes de Pasteur. Il est né le 27 janvier 1822 à Dole, au département du Jura, dans la région de Franche-Comté en France. Vous voyez la carte à l'est de la France. Voici la maison de naissance de Pasteur. Aujourd'hui, c'est un musée Pasteur. Je l'ai visité, c'est vraiment très, très intéressant. En 1827, la famille déménage à la ville d'Arbois, toujours au département du Jura. Et cette image nous montre la maison des Pasteurs à Arbois. Le père de Pasteur, Jean-Joseph, était tanneur. Sa mère, Jeanne-Étiennette, née Rocky. Pasteur avait 3 sœurs et il a fait ses études de lycée à Besançon, une ville au département du Doubs. Et en 1840, il obtient son baccalauréat en sciences humaines et 2 ans plus tard, baccalauréat en sciences mathématiques. Pasteur, déjà à cette époque, se montre artiste de grand talent et en fait espère poursuivre une carrière dans les arts. Mais son père s'oppose à une telle carrière et lui explique que la plupart des artistes meurent de faim. Pasteur accepte ce conseil de son père et entreprend des études de sciences. En 1843, il devient étudiant à l'école normale à Paris. Voici une photo de l'école normale. Et au mois d'août 1847, Pasteur obtient son doctorat en sciences à la faculté des sciences de l'Université de Paris. Au mois de mai 1849, Pasteur se marie avec Marie Laurent, l'une des filles du recteur de l'Université de Strasbourg. Strasbourg est en Alsace, on en parlera tout de suite. Marie était une épouse dévouée, elle a fait abnégation de soi et elle était mère dévouée de leurs enfants. Les qualités et les imperfections de Pasteur. C'est un homme généreux et compatissant, dévoué à sa famille, mais la néglige souvent à cause de son travail impitoyable. Voici la famille de Pasteur. Pasteur lui-même ici, sa femme, leurs filles, leur gendre, leurs neveux, leurs petits-fils et leurs petites-filles. Pasteur était un homme calme, mais sujet à des épisodes de sainte colère. Dans son travail scientifique, il a séparé strictement la religion et la science. Sa politique, eh bien, en tant que jeune homme, à l'âge de 25 ans, il soutient brièvement la République de 1848, mais plus tard, Pasteur devient très conservateur, partisan de l'empereur Napoléon III. Le voilà, l'empereur. En 1870-71, la guerre franco-prussienne a lieu. C'est une guerre entre la France et la Prusse, un État allemand. Et cette guerre est une défaite catastrophique pour la France et cette défaite est une peine nationale, y compris pour Pasteur. Pasteur le scientifique. Entre 1849 et 1854, Pasteur est professeur de chimie à l'Université de Strasbourg. Le voilà dans cette photo en 1852.
à Strasbourg. En 1854, il est nommé professeur de chimie et doyen de la faculté des sciences à la nouvelle université de Lille, au nord de la France. En 1857, il devient administrateur et directeur d'études scientifiques à l'École normale à Paris. En 1856, Pasteur change d'une manière imprévue, soudainement. Il change de direction et s'oriente vers la microbiologie et les maladies infectieuses. Et ses découvertes dans ces domaines le rendent célèbre. Il est reconnu comme un bienfaiteur de l'humanité. Ça, c'est un monument à Pasteur à Arbois, la ville où il a grandi. Il meurt le 28 septembre 1895. Pasteur et sa femme Marie reposent à l'Institut Pasteur à Paris. Voici leur crypte. Et vous voyez un peu peut-être que leur crypte est couverte d'illustrations en belles mosaïques byzantines de son œuvre. En voici un exemple, une de ces mosaïques, La rage, un chien enragé. Louis Pasteur, le scientifique, était aussi un grand artiste. Et ça, cela nous rappelle les liens entre les arts et les sciences. C'est un sujet d'un grand intérêt aujourd'hui, ces liens. En fait, il existe une variété de tels liens entre les arts et la science. Par exemple, des scientifiques à la fois artistes, comme Pasteur lui-même. Une grande figure dans ce contexte, Léonard de Vinci. Il était un grand artiste. Voici son tableau Mona Lisa, la Gioconda, très bien connu, mais un grand scientifique aussi. Voici un dessin scientifique, anatomique de Vinci, qui montre les détails du corps humain. Un autre lien entre les arts et la science, c'est la science comme sujet d'œuvre d'art. Je vais vous montrer un seul exemple. C'est le tableau de Rembrandt, la leçon d'anatomie du docteur Tulp, 1632. Toujours un autre lien entre la science et les arts, c'est la science au service de l'art dans la conservation, la restauration et la détermination de la provenance d'œuvres d'art. C'est un sujet riche, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps de parler en détail de tout ça. Et nous arrivons désormais à notre sujet principal, Pasteur l'artiste. Son histoire d'artiste est peu connue en fait. Elle a été ignorée par la plupart de ses biographes. Les médiums que Pasteur utilisait, le pastel qui était son préféré, le fusain, la mine de plomb et la lithographie. Déjà en tant qu'adolescent, il a créé environ 40 images et portraits d'amis, de membres de sa famille, de notables de la ville, etc. Et je voudrais vous montrer quelques exemples des tableaux de Pasteur. Voilà. La première image, c'est la mère de Pasteur, en pastel, 1836. Pasteur a 13 ans à l'époque, 13 ans. Le père de Pasteur, 1842. Claudine Parpandé, connue aussi comme Sœur Constance, une religieuse, toujours en pastel, 1839. Remarquez les détails
des dentelles ici. C'est vraiment, et ici aussi, c'est incroyable, je pense. Le Petit Page, 1839 toujours. Monsieur Blondeau, conservateur des hypothèques, Pastel, 1839. C'est vraiment, je pense, une image fantastique. Remarquez les détails réalistes qui sont remarquables. C'est presque une photographie. Alten Wersel était un ami de Pasteur. Voilà son portrait en pastel 1840. Cela est une sculpture par Jean-Louis Jallet, un sculpteur français en marbre 1831. Et Pasteur a dessiné une partie de cette sculpture. Voici son dessin. Étude au fusain, 1843. Ce tableau se trouve aujourd'hui à la maison paternelle à Arbois, la maison de Pasteur. Et remarquez que cette image a l'aspect d'une sculpture plutôt que d'un dessin. On penserait que c'est vraiment une photographie d'une sculpture. C'est incroyable comment Pasteur a réussi à rendre la nature de cette sculpture. Antoine Jean Gros, un peintre français. C'est son tableau Napoléon sur le champ de bataille d'Eylau, 1808. Eylau est en Allemagne. Il y a une grande bataille entre l'armée de Napoléon et les Allemands en 1808. Et on va se focaliser sur Napoléon, sur son cheval. Le voici ce détail élargi un peu, et Pasteur a dessiné une partie de cette image. Voilà, détail du tableau de Gros par Pasteur. Je ne sais pas si c'est au fusain ou mine de plomb, c'est pas connu, ce n'est pas dans la littérature. Une autre image remarquable de Pasteur, Ottilie Béchet, en mine de plomb, 1837. Pasteur a 14 ans à l'époque. Incroyable. Plusieurs des tableaux de Pasteur se trouvent aujourd'hui au musée Pasteur, à l'Institut Pasteur à Paris. En 1912, René Valriradeau, le gendre de Pasteur, a publié une collection de 20 images de ses œuvres d'art. Plus récemment, en 1987, Maurice Valriradeau a publié ce livre, Pasteur, dessin et pastel. Un très joli livre, une belle collection des tableaux de Pasteur. Je voudrais parler un peu d'une opinion sur Pasteur l'artiste par Patrice Debray. Il est médecin et immunologiste éminent français. La famille Debray est très bien connue en France, une grande famille qui a contribué à la France dans beaucoup de domaines, y compris la politique. Michel Debray était Premier ministre dans les années 60. En tout cas, voici le portrait de Patrice Debray. Et il est l'auteur d'une biographie de Pasteur qui a paru en 1994 et en traduction en anglais 4 ans plus tard. Voici le livre. Dans ce livre, Debray s'exprime sur les pastels de Pasteur. Et je cite, « Toutefois, ce qui l'emporte dans ces pastels, c'est l'extrême classicisme de la ligne,
la froideur de l'observation, tout l'effet réside dans l'extrême précision, dans le soin apporté au moindre détail. Debré caractérise donc l'artiste comme obsédé de la réalité, d'une extrême précision, attention aux moindres détails. Et c'est une analyse bien exacte de Pasteur, l'artiste. Mais ces caractéristiques dont parle Debré sont aussi les qualités d'un grand savant. Le scientifique et l'artiste se fusionnent donc en Pasteur. Pasteur et ses liens avec les arts. On l'a vu il y a quelques minutes, Pasteur abandonne la peinture à l'âge de 20 ans. Plus tard, en tant que savant scientifique, il dessine des images pour ses articles scientifiques. Pendant toute sa vie, Pasteur entretient des liens solides et variés avec les arts. Il est ami, partisan et mécène d'artistes. Il a un penchant pour l'art conservateur et une aversion intense des impressionnistes. Je vais vous montrer un tableau impressionniste, un tableau que Pasteur détestait. C'est par Pierre-Auguste Renoir, Chemin montant dans les hautes herbes, aujourd'hui au musée d'Orsay. Un très joli tableau impressionniste, mais Pasteur détestait ce genre, ce type de peinture. Le petit-fils de Pasteur, Louis Pasteur Valriradeau, raconte dans ses mémoires qu'au musée du Luxembourg à Paris, son grand-père Pasteur lui interdit de rentrer dans la salle des impressionnistes et l'oblige à regarder le tableau Le rêve de Édouard Detaille. Voici le petit-fils de Pasteur, Louis Pasteur Valriradeau, médecin, biographe de Pasteur et rédacteur de ses œuvres complètes. Jean-Baptiste Édouard Detaille, mieux connu comme Édouard Detaille, un peintre français, et Pasteur a parlé de son tableau Le Rêve. On le verra tout de suite. L'un des sujets préférés de Detaille était les scènes militaires. Voici un tableau d'un sujet militaire de Détail. Le rêve, justement le tableau dont Pasteur parlait et voulait que son petit-fils voie. Le rêve, 1888, huile sur toile, aujourd'hui au musée d'Orsay. Et on voit les soldats français qui dorment, et au ciel aussi, il y a l'image des soldats du passé. Le rêve, ce tableau, est un tableau militaire qui représente des soldats français endormis dans leur bivouac de jeunes conscrits de la Troisième République pendant des manœuvres d'été. Ils rêvent de la gloire de leurs prédécesseurs et de prendre leur revanche de la guerre franco-prussienne de 1870. Et Pasteur y croit lui aussi. La revanche de cette guerre est son rêve à lui aussi. Pasteur, comme je disais il y a quelques minutes, était ami d'artistes. Voici un de ses amis. À partir de 1881, une amitié solide se développe entre Pasteur et le peintre finlandais Albert Edelfelt. Le voici dans son autoportrait. Malgré sa nature réservée, Pasteur ouvre son laboratoire et son foyer à Edelfelt. Edelfelt produit des tableaux de Pasteur et de membres de sa famille. Par exemple, la fille de Pasteur, portrait de Madame Valriradeau, 1888.
le fils de Pasteur, portrait de Jean-Baptiste Pasteur, 1881, aujourd'hui au musée Pasteur. Un autre artiste ami de Pasteur était Jean-Jacques Henner, son autoportrait. Henner était un peintre français célèbre. Parmi ses sujets, on trouve des nus, la religion et des portraits. Pasteur était admirateur de Henner. Henner était d'origine alsacienne, ce qui est un lien à Pasteur. Voici la carte de la France et l'Alsace au nord-est de la France. Entre 1849 et 1854, je l'avais mentionné il y a quelques minutes, Pasteur était professeur à l'université de Strasbourg. C'est difficile à voir, mais Strasbourg est là. J'ai parlé de la guerre franco-prussienne 1870-71. Après la guerre, l'Alsace est annexée par l'Allemagne, ce qui a été une grande peine pour Henner et Pasteur, et d'ailleurs pour toute la France. Henner, en fait, a produit ce tableau en 1871, après la guerre. L'Alsace, elle attend. Aujourd'hui, on peut voir ce tableau au musée Henner à Paris. Le tableau représente une femme en robe de deuil traditionnelle alsacienne. Elle symbolise la perte de l'Alsace et l'espoir de son retour. Une copie de ce tableau était sur le mur du bureau de Pasteur à Paris. Les salons de Paris étaient des expositions majeures annuelles au 19e siècle. Voici une salle d'un salon. Pasteur assistait au salon régulièrement. Il a donné des conseils au jury du salon et parfois il a convaincu l'État d'acheter des tableaux exposés au salon. Lors de ses voyages, Pasteur a visité des musées d'art, souvent. Entre 1863 et 1867, Pasteur était professeur de géologie, physique et chimie appliquée aux beaux-arts à l'École des beaux-arts à Paris. Il y enseignait la science de la peinture et des pigments, la chimie de la conservation des peintures, les méthodes de chauffage, éclairage et ventilation nécessaires pour la protection d'œuvres d'art. Pasteur était aussi un sujet fréquent d'œuvres d'art. Le plus célèbre tableau dont le sujet est Pasteur est celui-ci, Louis Pasteur, 1885, par Edelfelt. Aujourd'hui, ce tableau se trouve au musée d'Orsay, mais une copie de ce tableau, fait aussi par Edelfelt, se trouve au musée Pasteur à Paris. Cette peinture montre Pasteur au travail au laboratoire, inconscient du spectateur du tableau. C'est un nouveau genre de portrait qui montre les savants et les médecins au travail. Traditionnellement, les portraits de savants et de médecins les montraient en regardant le spectateur et pas au travail. Ce tableau de Pasteur par Edelfelt a été achevé peu avant l'annonce du succès de la mise en œuvre du vaccin contre la rage par Pasteur en 1885. Pasteur a participé d'une manière active à la mise en scène et à la composition du tableau. Le tableau et le peintre Edelfelt ont acquis une célébrité et la gloire de Pasteur s'en est augmentée aussi. Ça, c'est un très bon article sur ce tableau et
sur Pasteur l'artiste. Un autre portrait de Pasteur et sa petite-fille, mademoiselle Valérie Radeau, par le peintre français Léon Bonnat, 1886, au musée Pasteur aujourd'hui. C'est une image posée. Il y a une absence totale de science, de médecine, l'image d'une personnalité transcendante, pas d'une scène. Louis Pasteur, une photographie de Nadar, un célèbre photographe français. Ça, c'est un monument à Pasteur, commencé par Alexandre Falguière et achevé par deux autres sculpteurs. On voit aujourd'hui cette sculpture à la place de Breteuil à Paris. Les figures que vous voyez autour de la sculpture représentent l'œuvre scientifique de Pasteur, des humains et des animaux sauvés par les découvertes de Pasteur. L'art mène Pasteur à sa première grande découverte scientifique. Il y a un peu de science ici, mais je pense que c'est très simple. Tout le monde connaît ça, mais je vais l'expliquer en tout cas. Cette découverte Pasteur est parmi les plus importantes dans l'histoire de la chimie. Et elle a rendu le jeune Pasteur célèbre et lui a apporté la reconnaissance de l'élite de l'établissement scientifique français. Sa grande découverte concerne la structure des molécules. C'est un phénomène que tout le monde connaît, mais personne n'y pense jamais. Il s'agit de la manière dont les objets paraissent dans le miroir. En fait, on trouve deux types d'objets en fonction de leur image dans le miroir. Voici le premier type, souvent où on peut l'illustrer avec une boule de billard. Voici cette boule. On la place devant un miroir et on voit son image dans le miroir complètement identique à l'objet original. En fait, l'image dans le miroir est parfaitement superposable sur l'objet de départ. Le deuxième type dans ce contexte est souvent illustré par les deux mains d'un individu. L'une des deux mains est l'image dans le miroir de l'autre. Vous voyez ici devant le miroir la main gauche et son image dans le miroir est la main droite. C'est-à-dire le miroir renverse la droite et la gauche. En voici une autre explication, une autre image. Cette arme ici est la main de cette femme devant le miroir et son arme gauche. Mais la même main de la femme dans le miroir et sa main droite. On le voit très clairement. Le miroir renverse la droite et la gauche. Mais les deux mains ne sont pas superposables l'une sur l'autre. Elles ne sont pas comme la boule de billard. Voilà, les deux mains, et vous savez très bien qu'on ne peut pas superposer parfaitement la main gauche sur la main droite, ou vice-versa. Un objet dont l'image dans le miroir n'est pas superposable sur l'objet original s'appelle chiral en science. Et ce phénomène est la chiralité. Ce sont des termes inventés en 1894 et sont dérivés du mot grec pour la main.
Je ne sais pas comment on prononce le mot grec. Mais en tout cas, il s'agit de la main. Beaucoup d'objets naturels ou artificiels ont cette propriété de chiralité. Ils sont chiraux. Voilà une maison chirale, un arbre chiral, etc. Ce qui est important pour notre contexte ici, c'est que beaucoup de molécules ont aussi cette propriété de chiralité. En fait, la chiralité de molécules est d'une importance majeure en chimie, en biologie et en médecine. Et c'est Pasteur qui a découvert la chiralité de molécules en 1848 à l'âge de 25 ans. Le voici 2 ans avant sa découverte. Il n'utilisait pas le mot chiralité. Ce mot n'existait pas à l'époque. Son mot pour ce phénomène était la dissymétrie. Et je veux souligner la dissymétrie et non pas l'asymétrie. Et on se demande pourquoi le jeune Pasteur, scientifique inexpérimenté à l'époque, a réussi à découvrir ce phénomène tandis que ses éminents prédécesseurs y avaient échoué. Plusieurs explications sont proposées pour cette question, mais aucune ne paraît résoudre le mystère. Alors, la question se pose, est-ce qu'il y a une autre explication? Et moi, je dis très probablement, en fait, à mon avis, l'expérience artistique de Pasteur a joué un rôle dans sa découverte de la dissymétrie, comme il l'appelait. Et j'ai publié ma théorie il y a 3 ans. En particulier, le travail de Pasteur dans la lithographie aurait joué un rôle clé dans cette histoire. La lithographie, ce mot vient de 2 mots grecs pour pierre et écrire. La lithographie est une méthode d'imprimer des images. Et je vais vous donner une petite explication de la lithographie. Une image est d'abord dessinée en cire ou en graisse sur la surface d'une pierre calcaire plate. Puis une teinture lipidique est appliquée à l'image qui ne colle qu'à l'image. Et le résultat est une pierre lithographique avec l'image comme on le voit ici. Et alors, l'image est imprimée sur papier. On presse une feuille de papier sur l'image sur la pierre et l'image est transférée, imprimée sur le papier. Il y a quelque chose à remarquer ici dans ce processus d'imprimer l'image. Ce coq qu'on voit ici est au côté droit de l'image sur la pierre et il marche vers la droite. Le même coq sur l'image finale sur le papier est au côté gauche de la feuille de papier et il marche vers la gauche. Donc, c'est bien clair, c'est un renversement comme au miroir. C'est-à-dire que ce renversement, la création de l'image dans le miroir est un effet de la lithographie. Je vais illustrer ça avec une autre image, une peinture de Whistler, la mère de Whistler. Si on imagine que cette image est une image lithographique sur la pierre, on verra tout de suite que l'image finale imprimée sur le papier sera celle-ci à droite là. On peut imaginer un miroir entre les 2 images et l'une est l'image dans le miroir de l'autre. C'est-à-dire l'image finale imprimée sur le papier et l'image renversée dans le miroir de l'image originale. Eh bien, avec cette explication de la lithographie, on peut retourner à Pasteur. Il a créé un portrait lithographique
de son camarade de classe Charles Chapuis en 1841. Chapuis était un ami de Pasteur et plus tard un philosophe éminent en France. Voici l'image finale imprimée sur le papier. Pasteur a ajouté une légende, et je cite, « Portrait de mon camarade de philosophie Charles Chapuis, fait à Besançon 1841, Louis Pasteur. » Pasteur écrit une lettre à ses parents en achevant ce portrait, et je cite, « Je vous dirai que j'ai achevé hier le portrait que j'avais commencé sur une pierre lithographique. Je n'ai, je crois, rien fait d'aussi bien dessiné et d'aussi ressemblant. Tous ceux qui l'ont vu le trouvent frappant. Seulement, j'ai grand peur d'une chose, c'est que sur le papier, le portrait ne soit pas aussi bien que sur la pierre. C'est ce qui arrive toujours. Aussi, j'ai bien pris soin, en le faisant, de le regarder souvent dans un miroir. Il est également ressemblant. » On voit donc que, bien évidemment, Pasteur, artiste en lithographie, était sensibilisé aux effets de l'inversion dans le miroir, les images non superposables dans le miroir de certains objets, c'est-à-dire ce qu'on appelle la chiralité aujourd'hui. Et à mon avis, cela a très probablement facilité sa grande découverte de la chiralité des molécules en chimie, le fondement de sa carrière scientifique. Avant de terminer, pour les philatélistes parmi vous, je vous montre quelques timbres-poste avec de Pasteur. Il y en a beaucoup de pays. C'est très bien, je pense. Je voudrais aussi mentionner que des images au miroir paraissent dans les arts visuels depuis longtemps. Deux exemples. Un tableau de Caravaggio, le peintre italien, Narcissus, 1599, huile sur toile. Narcisse s'admire, pas dans un miroir, mais dans une surface d'eau. Et puis l'autre, une photographie de Erwin Blumenfeld, un photographe américain d'origine allemande, nu au miroir, 1938. Et finalement, un autre tableau remarquable de Pasteur, l'Arboisienne au fusain. Ma conclusion, Pasteur était un grand scientifique, mais aussi un artiste exceptionnel. C'est la fin. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Joe. C'était vraiment, vraiment incroyable, vraiment intéressant. Je trouve vos détails et vos relations, la relation que vous faites entre l'art et la science a été vraiment intéressante à entendre. J'aurais une question là-dessus, mais je voulais savoir si d'autres personnes ont des questions. Et en fait, j'aimerais que d'autres personnes aient des questions. Si vous pouviez simplement les partager oralement, n'hésitez pas à poser votre question. Pendant qu'on attend les questions, je dirais seulement un mot en ce qui concerne les relations entre, c'est-à-dire entre l'art et la science de Pasteur. C'est inévitable parce que c'était lui, c'est la définition de Pasteur, à la fois artiste et scientifique. Mhm. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à la présentation ou par rapport à Pasteur en général? Je sais que Mohamed avait proposé une question en début, mais j'aimerais savoir si d'autres étudiants ou participants aimeraient partager quelque chose. Mohamed, est-ce que tu aimerais repartager ta question?
On t'entend pas, excuse-moi, il y a ton micro qui est éteint. Le micro ne veut pas s'arrêter? Non. J'essaye de... Non. Tu peux toujours taper ta question dans le chat. Oui, sinon tu peux la mettre dans le chat si ça peut marcher. Une de mes questions en attendant que Mohamed soit écrit ou enlève son micro, c'est que... Oh, Robin, tu as une question. Je vois que tu as enlevé ton micro. J'allais dire que mon mari, il est physicien et scientifique, mais il est très créatrice, non? Créateur. Créateur. Et je vois, j'étais frappée par on dit toujours qu'on est soit le côté droit ou le côté gauche du cerveau. C'est rare de voir les deux qui se mélangent. Et j'ai vu ça dans mon mari, il est très, très créateur. Et aussi, je vois aussi, ça m'a frappé tout de suite que Pasteur était les deux aussi. Et c'était vraiment impressionnant de voir comment il est artiste en tant que scientiste et la façon d'utiliser son don d'artiste avec ses images, avec ses détails de son labo. J'imagine qu'il a fait beaucoup de croquis sur ce qu'il travaillait et tout. Et ça m'a beaucoup frappé. C'était super intéressant. Merci. Oui, ce sont des bonnes remarques. Pasteur, en tant que scientifique plus tard, dessiner des images pour ses articles scientifiques. Je n'ai pas montré de telles images, mais c'était remarquable en fait. Il dessinait des figures assez compliquées et en tant qu'artiste, il y a réussi très bien. Vous m'entendez maintenant? Oui, C'est bon? Oui, on t'entend. Voilà, merci Joël pour votre présentation qui est très intéressante. Vous avez touché à un aspect très important de la vie de Pasteur et en particulier sa relation avec la politique de Napoléon III, la Troisième République. Aussi bien que Napoléon III était un grand colonialiste en fait. Oui. Alors comment est-ce qu'on peut parler de Pasteur le politique? Quelle a été sa réaction vis-à-vis de l'idéologie coloniale de la France à l'époque? Parce qu'on est vers la fin du 19e siècle, on assiste à la création de l'école coloniale en 1889 et de l'émergence d'une élite intellectuelle et scientifique qui avait soutenu plus ou moins les interventions de la France en Afrique du Nord et dans les autres colonies françaises de l'époque. Oui, merci Mohamed. Oui, tout d'abord, comme je disais, vous l'avez souligné vous aussi, Pasteur était très conservateur après sa jeunesse. Mais il n'a pas parlé ou écrit grand-chose sur les questions du colonialisme. Bien sûr, la France était impliquée dans des guerres coloniales à l'époque. C'est une histoire terrible, bien sûr, mais on sait que à la maison, c'était une atmosphère très conservatrice et Pasteur
élevé son fils et sa fille dans cette atmosphère conservateur. On sait très bien, par exemple, que sa fille et le mari de la fille, René Valirado et Marie-Louise Pasteur, la fille de Pasteur, étaient très conservateurs eux aussi. Et leur fils, dont j'ai parlé, Louis Pasteur Valrirado, il écrit dans ses mémoires quelques incidents qui sont pertinents à cette discussion. Par exemple, le petit-fils écrit que à l'époque, à la fin du 19e siècle, les années 1890-95 et plus tard, c'était la période de l'affaire Dreyfus. Et je pense que tout le monde peut-être connaît au moins quelque chose. Et un jour, comme le petit-fils le décrit dans ses mémoires, un jour, il est rentré à la maison et il a crié « Dreyfus est innocent, Dreyfus est innocent ». Et pour ça, ses parents, la fille de Pasteur et le gendre de Pasteur l'ont puni sévèrement. Il n'a pas eu son dîner et il a été puni d'autres manières. C'était donc une famille très conservatrice. Mais en ce qui concerne l'histoire du colonialisme, Pasteur n'en a pas parlé. Et j'ai lu presque tout ce qu'il a écrit sur des sujets généraux et j'ai rien trouvé spécifiquement sur le colonialisme, mais en tout cas, il était très conservateur et j'imagine que qu'il était il soutenait cette aventure colonialiste. On sait aussi d'ailleurs que son neveu, dont j'ai montré une image dans la photographie de la famille, le neveu a passé quelque temps en Tunisie où l'armée française était impliquée dans une guerre coloniale. Et le neveu de Pasteur soutenait cette aventure de la France. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par rapport à votre carrière, vous étiez entouré de nombreux scientifiques. Et est-ce que vous voyez, je sais que dans ce type de sciences, en chimie, en biologie, il y a une certaine créativité qui est nécessaire afin d'imaginer certaines découvertes. Et je me demande si vous l'avez vu avec vos collègues ou avec vous-même. Est-ce qu'il y a ce côté artistique de créativité qui ressort à travers l'art chez vos collègues? Ou est-ce que c'était assez rare d'avoir des collègues qui étaient aussi artistes? Oh, ça, c'est une question intéressante. Moi, je ne suis pas un grand expert sur ce sujet, mais bien sûr, après, dans une longue carrière, j'ai rencontré beaucoup de scientifiques et parfois, pas souvent, c'est assez rare, quelques-uns de ces collègues scientifiques étaient aussi des artistes, mais je trouve que c'est assez rare. Il paraît d'abord que ce sont deux domaines opposés. La science est très exacte et l'art, c'est vraiment une discipline de la liberté de l'esprit humain
Donc, ça paraît un peu opposé, mais je pense que cette impression n'est pas exacte, n'est pas correcte, parce que comme on a vu en Pasteur et d'autres scientifiques, comme par exemple Léonard de Vinci, les deux domaines, l'art et la science, peuvent coexister et enfin ont beaucoup de choses en commun. Mais vous savez, aujourd'hui, au moins d'après ce que j'ai vu moi, c'est assez rare de voir des scientifiques qui sont à la fois artistes. Cela dit, pourtant, je dirais que beaucoup de scientifiques s'intéressent aux arts comme amateurs, je dirais. Quand ils voyagent, ils visitent des musées, etc. Oui, Robin. J'allais dire aussi, c'est la raison pour laquelle Pasteur a réagi d'une façon négative sur le tableau des impressionnistes, parce que c'était trop flou pour lui. Quand il a regardé le tableau de Renoir, il n'y avait pas de détails, il n'y avait pas de. Lui, c'est vraiment noir et blanc, j'imagine, comme scientiste. Et puis, quand il a vu les impressionnistes, il a dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce tableau? Oui. Donc, c'est ça dont vous parlez, quoi. C'est un sujet intéressant aussi et ça m'intrigue vraiment cet aspect de Pasteur parce que, OK, il était scientifique et dans la science et dans les arts, il était très précis, réaliste et tout ça, mais puisqu'il était artiste aussi, euh, je trouve ça un peu bizarre qu'il détestait autant l'impressionnisme. Bien sûr, les images impressionnistes ne sont pas réalistes, disons. Il y a peu de détails, mais la beauté des œuvres impressionnistes est incroyable. Et c'est une question pour moi, un mystère en fait, que Pasteur, un artiste, détestait autant l'art impressionniste. J'ai pas d'explication pour ça. Mohamed s'excuse, mais il a un cours dans 2 minutes, donc il a dû se faufiler et sortir de notre présentation. Oui. Parce qu'il avait son cours qui allait commencer. Frédéric? Oui. Désolée, j'écoute aussi, mais il y a beaucoup de passages dans mon bureau, donc c'est pour ça que je viens. J'écoute tout et c'est la deuxième fois que j'entends la conférence de Joe et en fait, j'ai l'impression que j'ai appris des nouvelles choses encore qui n'étaient pas dans sa présentation de l'Alliance. C'est correct? J'ai pas compris, Zoé. Vous m'entendez? Je vous entends presque. Pas très bien? Parlez un peu lentement et plus, oui, plus fort. Non, plus fort. j'ai suivi votre conférence au mois de février à l'Alliance sur le même sujet. Oui. Mais j'ai quand même l'impression que j'ai appris des choses nouvelles. Oui. Parce que vous avez ajouté des éléments. Oui, j'ai beaucoup changé. J'ai changé beaucoup de choses dans cette version de la présentation. Elle est tout aussi intéressante, donc merci de m'avoir invité. De rien, c'est un honneur pour moi que vous soyez là. Et merci Frédéric pour organiser ce type de conférence parce que c'est quelque chose de très intéressant. Je suppose que c'est vos élèves principalement qui sont là, Frédéric? Pas les miens, quelques-uns. Il y avait 2 ou 3 élèves de mes cours, mais c'est tous nos élèves qui sont invités. Ils participent aux activités qu'on a. Mais c'est grâce aussi à toi, Zoé, parce que tu avais justement invité Joe au printemps et je me suis dit, oh, je dois contacter Joe et il allait venir à CSU au mois d'avril, je crois.
Oui, Et donc, on a décidé cette fois-ci de faire Zoom et peut-être au printemps, on va voir, ou à l'automne, de le faire venir. On aimerait vraiment qu'il soit ici à Fort Collins pour passer du temps avec lui. Oui, voilà. Donc, j'aimerais bien vous voir personnellement et j'espère que printemps. oh, Pardon, c'est chez moi qu'il y a du bruit, pardon. Et comme vous savez, Frédéric, j'ai d'autres sujets dont je pourrais parler, mais on verra. Le vaccin décidera de tout. oui, tout à fait, oui, oui. Mais non, avoir votre expertise, même avec l'affaire Dreyfus et d'autres sujets, je crois que vraiment, vous pouvez nous apporter beaucoup, vos connaissances et montrer justement cette motivation aux étudiants qu'on peut être scientifique et on peut tout à fait être passionné par des sujets sur la francophonie. Oui, Donc, pour nous, c'est un encouragement d'avoir une personne comme vous aussi parmi nous. Et donc, merci. nous sommes Oui, vraiment heureux et on restera en contact pour vous avoir au moins au printemps, peut-être sur Zoom, ou on va voir comment les choses se déroulent, mais on va essayer de rester. merci beaucoup, hein. Oui, mais c'est à vous. Et je suis impatiente de pouvoir passer quelques heures aussi à discuter Oui, juste de la vie. j'aimerais bien, ça serait passionnant et j'espère qu'on pourra le faire. Oui, oui, j'espère aussi. Merci. Bon, on va vous laisser les étudiants. Certains doivent retourner en classe. Et on va vous laisser aussi. Mais encore une fois, on vous remercie du fond du cœur de cette présentation, du temps que vous avez passé à la préparer, à la porter. Donc oui, merci. Super. Merci à vous et à tout le monde, Mohamed aussi, et on continue la discussion. Oui, tout à fait. Et Oui. à bientôt, j'espère. À Et bientôt, merci. Merci à tout passez le monde. tous de bonnes fêtes. Bonnes fêtes à tout Merci, le au monde. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Merci.